ans et pourtant il est plus que jamais d'actualité. 2026 au Bénin, ce sont les élections générales, dont l'élection présidentielle, avec tout ce que cela implique comme enjeu, comme stratégie. Plusieurs faits, même les plus banals, nous renvoient donc presque systématiquement à ces échéances électorales. Dans cette émission, nous allons aborder certains. Notre invité dans ce numéro de reprise de l'émission Grand Angle, c'est fait rare dans les médias et même à l'hémicycle, puisque nous recevons le député Léon Komla Rossi, député démocrate, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Avec lui, nous aborderons les enjeux de 2026. Boni Yahi à la tête des démocrates, la proposition de loi portant amnistie ou encore ces dernières mesures en faveur du soja. Honorable Léon Komla Rossi, bonjour, bienvenue sur Grand Angle. Bonjour, monsieur Avancé. C'est moi qui ressens tout le plaisir de vous retrouver. Je le disais, vous êtes très rare, beaucoup rare, au point où cela a même été l'actualité à un moment donné. Les raisons, on le sait, c'est pour les raisons de santé. Vous êtes revenu en grande forme aujourd'hui, aussi bien à l'hémicycle que dans le monde politique, les affaires politiques. Oui, merci. C'est vrai que j'ai été rare, j'ai été invisible, j'ai été inaudible pour raison de cas de force majeure. Bon, actuellement, ce n'est pas que j'ai retrouvé toute ma capacité de travail, mais je m'en remets progressivement, j'ai repris la route de l'hémicycle. Parce que c'est vrai que mes collègues ont défilé ici pour me soutenir moralement, mais moi-même, l'Assemblée nationale me manquait. Donc, à présent, je crois que tout est en train de reprendre sa place. Alors, l'actualité ne s'est pas arrêtée en temps, et je le disais, vous avez même été au cœur de l'actualité, la polémique, notamment pour ce qui concerne la désignation du représentant, ou du moins d'un membre de l'opposition à la Cour constitutionnelle. Comment avez-vous vécu tout cela? Bon, je l'ai vécu un peu, de façon un peu amère. C'est vrai que pendant mes moments difficiles, j'ai reçu même la visite du président de l'Assemblée, ce qui m'a fait beaucoup plaisir et je le salue au passage. Mais il savait que j'avais encore le raisonnement intact. Il savait que je pouvais donner mon opinion sur les questions qui dépendent du bureau de l'Assemblée, mais il ne l'a pas fait. Je le comprends parce que ces genres de choses, c'est des sujets très délicats. Je me demande si lui-même a pu placer quelqu'un parce que généralement, l'exécutif vous dites les choses à répéter et puis vous envoyez. Mais néanmoins, ils auraient pu prendre mon avis parce que nous sommes 7 dans le bureau. Je suis le seul de l'opposition. Donc, ils auraient pu prendre mon avis et l'éclipser avec beaucoup de courtoisie parce que j'aurais été battu par les 6 autres. On aurait pu prendre votre avis alors que vous n'étiez pas à cette conférence. C'est le président qui a décidé des choix. Bon, écoutez, ce n'est pas toujours qu'on se réunit. On a un forum. La dernière fois, on a donné les avis sur le remaniement gouvernemental sans nous déplacer. Donc, il est possible. On a un forum sur lequel... Forum WhatsApp sur lequel on échange sur ces questions-là. Parce que généralement, quand les messages arrivent, on n'a pas suffisamment de temps. Certains sont au nord, d'autres sont au sud. Donc, on essaie de gérer ça par le forum. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils auraient pu prendre mon avis. Bon, mais on ne va pas s'attarder sur les actes manqués. Dans l'opinion, c'est parce que vous n'étiez pas là, vous n'avez pas été à cette réunion-là, que l'opposition n'est pas représentée à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Non, l'opinion ne maîtrise pas le fonctionnement des choses. Si on ne s'entend pas sur les noms, bon, on va passer nécessairement au vote. Et sur 7, je suis le seul. Donc moi, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur le fait que le candidat de l'opposition aurait passé. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions parce que vous voyez, le pouvoir encadre correctement ces institutions-là, alors que ce n'est en fait pas nécessaire. Je n'est pas sûr que le candidat de l'opposition serait passé. Est-ce que l'opposition avait deux candidats? Oui, j'avais 2 dossiers. J'avais 2 dossiers, mais ça s'est passé, je l'ai su seulement. D'abord, je n'avais pas idée, j'avais des problèmes de santé, comme vous l'avez dit au début. Je n'ai pas eu idée que la date était déjà à mon nez. Bon, c'est juste, j'ai appris que les gens ont été désignés. Bon, comme je le dis, on ne va pas s'attarder sur les actes manqués.
Alors, les choses ne se sont pas arrêtées, disais-je. Vous n'étiez pas non plus à Parakou le 15 octobre dernier. Et ce qui aura marqué ce congrès des démocrates, c'est le passage de main, si vous voulez, entre Éric Moulété et Boni Yayi. Boni Yayi qui est désormais le président de ce parti politique. Comment avez-vous accueilli cela? Bon, en fait, je n'étais pas à Parakou pour les mêmes raisons, mais j'avoue que j'ai suivi les choses en aval et en amont. Vous avez été consulté cette fois? Très consulté, j'ai été consulté. Et ils n'ont pas fait comme les majoritaires du bureau de l'Assemblée. Les collègues sont venus me donner les documents à lire. J'ai lu, j'ai opiné là-dessus. Bon, et telles que les choses se sont passées à Parakou, j'ai pas été trop surpris. Et si le parti à un moment donné a décidé de faire ce redéploiement, je crois que c'est pour cause. Bon, le président Yahi est à la tête du parti. C'est vrai que déjà avant ça, il jouait un grand rôle pour régler les petits problèmes, pour les petits arbitrages, on avait toujours recours à lui, pour son expérience, 10 ans de chef d'État. Bon, maintenant que le parti a décidé qu'il prenne les devants, je crois que nous allons remodeler et puis nous allons vers 2026. Éric Moulété n'était plus à la hauteur. Ce n'était pas ça. Ce n'était en fait pas du tout ça. Mais les enjeux de 2026 nous ont amenés à comprendre qu'il fallait quelqu'un qui ait un peu plus d'expérience. Éric Moulété, pour son expérience, pour ce qu'il a fait, moi je le salue. Mais il a été plusieurs fois député comme vous, il a fait plusieurs parlements, si je me trompe, 4 à 5 déjà à son actif, oui, 4 à 5 mandats. Oui, mais il n'a pas été chef d'État. 2026, c'est l'ultime échéance. Donc nous avons estimé ensemble qu'il fallait passer la main au président Yahi Boni. Peut-être dans 3 ans, quand on aura fini cette étape, ce ne sera peut-être plus Yahi Boni, ce serait un autre. Mais le parti a estimé que face aux défis qui s'annoncent, il fallait quelqu'un qui ait un peu plus d'expérience que Éric Moulété, qui n'a pas du tout démérité, pas du tout alors. Bon, et puis nous l'avons fait et nous ne le regrettons pas. Alors, Boni Yayi à la tête des démocrates, qu'est-ce que cela va changer, notamment pour 2026 dont vous parlez? Oui, j'ai parlé tantôt du plus d'expérience qu'il a par rapport à nous. On pensait tantôt à ça. Et puis, son audience à l'interne et à l'international, je crois que nous avons besoin de l'exploiter. Sa popularité, vous voulez dire? Popularité et audience, parce qu'il en a. Vous avez vu qu'il a été désigné médiateur dans des crises, qu'il a été désigné pour préparer des élections, pour superviser des élections. Moi, je pense à cette audience. Et si les gens n'avaient pas eu un regard bienveillant, une considération pour lui, on lui aurait pas confié tout ça là après qu'il ait quitté le pouvoir. Donc, sa popularité, son audience, nous allons essayer d'en profiter. Mais sa popularité depuis 2016 refuse de se traduire en résultat dans les urnes. Non, je ne suis pas du même avis que vous. Parce que vous savez, les dernières élections n'ont pas donné les résultats des urnes. Là, je le dis très franchement. Vous avez vu sur les réseaux sociaux des endroits où l'opposition n'a pas eu accès au bureau, au poste de vote, les gens ont estampillé des trucs. Bon, c'est pas ça, ça n'a pas eu les résultats. Nous avons eu plus que ça. Ben, c'est ce qu'on a voulu. Oui, mais est-ce que c'est Boni Yayi qui est l'antidote? Est-ce que c'est lui qui va corriger ce que vous venez de décrire là, comme tableau? Oui, mais c'est ce que nous avons pensé. Mais peut-être que les autres pensent à une autre personne, à une autre structure. Mais nous sommes dans le parti. Nous faisons ce à quoi nous pensons. Nous choisissons nos formules pour régler nos problèmes. C'est en fait ça. La solution, pensez-vous que c'est Boni Yayi qui va descendre dans les urnes pour sécuriser les urnes, sécuriser les votes? C'est la question précise que je pose. Non, ce n'est pas exactement ça. Mais il a sécurisé par 2 fois les élections présidentielles pour gagner. Donc les idées, les consignes, je crois qu'il les maîtrise mieux que nous. Maintenant, nous apporterons notre pierre. Mais nous estimons que dans le lot actuellement, il faut qu'il soit devant, qu'il surveille les choses, qu'il soit comme la tour de contrôle. Parce que c'est vrai, nous aurions pu faire autre chose. Mais nous avons préféré faire ce qui, pour le moment, nous paraît le meilleur. Mais en passant, vous rétorquez que tous les matchs que Boni Yayi a livrés contre Patrice Talon, eh bien, tous ces matchs, il les aura perdus.
Oui, c'est ça. Je dis que c'est parce qu'il les aura perdus, il se serait essayé, il va prendre de nouveaux engagements, il va chercher de nouvelles méthodes. Qui n'a pas livré de match, qui n'a pas perdu de match, ne peut pas se remettre en Mais question. si vous avez tout perdu systématiquement, il est très peu probable qu'on puisse compter sur vous. Non, quand vous, Ça relève pratiquement du miracle. quand vous dites qu'on a tout perdu, je ne me retrouve pas là-dedans. On a fini par aller aux élections, on a eu le nombre de députés qui nous permet aujourd'hui d'empêcher toute révision constitutionnelle à l'Assemblée. On n'a pas tout perdu. On a perdu quelque chose. Vous vous contentez du minimum, de ce minimum. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas casser les plats et les verres parce que c'est le minimum. Mais je dis et je persiste, on n'a pas tout perdu. Parce que nous, on doit tenir compte des démocrates aujourd'hui pour modifier le paysage politique. On a l'impression que les démocrates d'opposition, représentés par les démocrates, l'ultime cadre, c'est Boniaï. Non, pas forcément. Les cartes que nous avons en main maintenant, nous avons estimé qu'il faut expérimenter la carte Boniaï jusqu'au moins en 2026. C'est ce que nous avons estimé. Et il n'y a que nous pour apprécier et pour prendre la décision. Nous l'avons prise. Alors, le premier acte majeur posé par Boniaï en tant que président des démocrates, en tant que tout nouveau président des démocrates, c'est d'écrire à certaines institutions à l'international, la francophonie, l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU et j'en passe, eh bien, pour venir se pencher sur la situation du Bénin, la situation en ce qui concerne les élections, demande qu'on revoie, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, qu'on revoie la composition de la Sénat, qu'on puisse auditer le fichier électoral. Pensez-vous que ces demandes, dans le contexte actuel du Bénin, ces demandes soient réalistes? Moi, je ne vois aucun mal à cela parce que vous-même, journalistes, vous êtes témoin du verrouillage de tout le dispositif électoral. Mais que quelqu'un veuille bien demander à ces institutions dont nous sommes partis de venir regarder avec nous parce que, vous savez, quand ça se passe, c'est bien quand ça se passe, il n'y a pas d'inconvénient majeur, il n'y a pas de dégâts majeurs, c'est bon. Mais quand ça prend feu, vous savez l'histoire du Burundi, c'est parti de petites choses, c'est parti de petites choses. Des gens qui ont eu le pouvoir, qui n'ont jamais voulu le laisser parce que ils sont les majoritaires. Ici, des gens qui ont le pouvoir, qui font tout pour le garder parce qu'ils sont les plus rusés, parce qu'ils ont la rage. Je trouve qu'il n'y a aucun mal à ce que le président Yahya Boni demande qu'on vienne regarder avec nous parce que nous ne sommes pas sur une île. Nous sommes un pays dans le concert des nations et quand ça va se produire. Vous voyez, ce qui se produit au Burkina, au Mali, tout ça, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Si les partis émettent leurs idées, émettent leur point de vue là-dessus, c'est parce que le monde est condamné à vivre dans la solidarité. Ce que Yahya Boni a fait, moi je le salue. Alors, il l'a fait pour quel résultat? Ces institutions auxquelles vous faites appel, ces institutions les a déjà vues à l'œuvre et comme je le disais précédemment, chaque fois ça a été pour rien. Qu'est-ce qu'ils ont pu démêler en 2019, en 2021 ou encore je ne sais quelle échéance électorale? Oui, c'est vrai que les résultats de leur intervention ne sont pas visibles, je dirais même nuls, mais c'est pas pour ça. On n'a pas démissionné des institutions. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas continuer parce que, je ne sais pas, le poète a dit, répéter même si c'est mensonge. Si les autres prennent ça pour mensonge, répéter, on finira pas à y croire. Moi je pense que, étant donné que nous ne sommes pas sortis de ces institutions, de ces communautés, il faut continuer à leur dire, ce que vous aviez fait c'était pas bon, nous continuons de vous dire, faites mieux. Moi je trouve que ça ne nous a pas empêché la République de tourner. Donc vous reprochez également de n'avoir pas cherché de solution à l'interne, c'est-à-dire au Bénin, avant de porter le problème à l'international. Vous connaissez un peu ceux qui sont en face de nous. Vous savez, il y a beaucoup de structures, beaucoup de tendances qui disent qu'il faut qu'il y ait une assise nationale. Les gens ne feront pas l'assise nationale. Parce que c'est un problème ne se débattent pas par tranche, par catégorie. C'est le problème de la nation. Il faut que la nation se retrouve et discute. Le président qui est recoupé à son âme, il a eu l'humilité en plein mandat d'interrompre et de le faire. Mais ceux qui sont en face de nous ne sont pas prêts à le faire. Donc, le chef de l'État a reçu les anciens présidents Soglo, il y a eu un certain nombre de fois, mais ça n'a pas véritablement modifié sa vision des choses.
Donc moi je pense qu'on n'a pas de procès à faire au président Yahi pour l'avoir fait. Maintenant, si les autres veulent, ils viennent, ils le font, encore que nous avons des institutions très hypocrites qui n'osent pas égratigner les chefs d'État en fonction. S'ils veulent, ils viennent le faire, mais s'ils ne veulent pas, bon, nous continuons la marche vers 2026. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez de tout cela? Parce qu'en France, on vous répond, honorable Léo Koblar aussi, on vous répond qu'au Bénin, il n'y a pas de crise. C'est ce que disent vos collègues de la mouvance. J'aurais été surpris qu'ils disent qu'il y a crise. Vous savez qu'on est dans un système où les gens ont choisi par la peur ou par la nécessité de vivre à l'abri des problèmes, de s'adosser à une mouvance. Et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent autre chose. Je ne m'attendais pas du tout. Et puis même le président Yahi, en écrivant, ne devait pas s'attendre à ce qu'il soit appuyé par les gens de la mouvance. Non, non. Les gens de la mouvance sont les perroquets de ce que veut l'exécutif. Donc moi, qu'ils peuvent même dire pire. Ça ne nous empêchera pas de prendre nos décisions, de régler les problèmes, de tenter de les régler à notre. Oui, mais par quel mécanisme aujourd'hui on peut réviser, disons, la composition de la Cour constitutionnelle, on peut réviser la composition de la Sénat? Par quel mécanisme on est allé à la conférence nationale? Il n'y avait aucun mécanisme. Autrement dit, il faut une assise. Non, je dis, ça dépend de celui qui dirige le pays. Vous avez dit tantôt que celui qui dirige le pays n'est pas dans ce secteur d'esprit, qui n'est pas matriculé. Mais j'ai dit aussi que il faut répéter, même si ceux qui sont en face n'y croient pas, ça finira par produire des effets. Alors, quel est le plan après avoir répété? Quel est le plan après cette lettre ou ces lettres de Boni Yahi à ces institutions? Non, le plan, on attend leur réaction. S'ils réagissent, on discute des problèmes. S'ils ne réagissent pas, on cherchera une autre formule. Parce que nous sommes dans le pays, on ne peut pas laisser une seule tendance imposer sa vue, ses réflexions au pays. Nous continuerons à le faire. Alors, l'autre acte posé par le parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, les députés de l'opposition, les députés démocrates n'auront pas perdu leur temps avant de proposer cette loi portant amnistie, loi spéciale portant amnistie. Dites-nous, on vous reproche la manière dont, la loi a été surtout proposée, a été déposée sans consultation. C'est le grief qui revient le plus. N'est-ce pas fondé cela? Non, monsieur Avancé, je crois qu'il fallait trouver des arguties parce que, en fait, la solution, moi, de mon fort intérieur, la solution viendra de l'exécutif. Parce que c'est des gens qui sont, les députés de la mouvance sont des soumis. Et là-dessus, je ne leur porte pas beaucoup de griefs parce qu'en politique, chacun constitue son camp pour protéger sa conception des choses. Donc, ce qu'ils disent, on va les consulter. Je trouve que ça ne tient pas la route. Mais est-ce que le bon sens n'aurait pas effectivement demandé qu'il soit consulté lorsqu'on sait que les démocrates n'ont pas la majorité à l'Assemblée? Non, aucun bon sens n'oriente vers ça. Aucun, je le dis. Et pourquoi Je le dis parce que on a posé l'acte. Maintenant, comment le gérer? C'est nous qui devons le poser. Mais quand on a jeté Rekia à Ivor et les autres étudiants en prison. Les étudiants parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les lois chrysogènes qui ont été votées. Rekia et à Ivor parce qu'ils ont voulu juste être candidats aux élections présidentielles. Mais vous avez observé l'attitude des autres. C'est des gens qui en privé ne partagent pas la chose, mais qui sont incapables de le dire. Mais on a leur proposé ça. Et puis est-ce que vous pensez qu'ils pouvaient dire très librement leur point de vue sur la loi d'amnistie? Non. Mais cependant, nous sommes conscients que 28 députés ne peuvent pas voter favorablement une loi d'amnistie. Nous sommes en train d'entrer en contact avec eux. Entrer en contact avec eux parce que il y a quelque chose que je félicite pour notre pays. Mouvance et opposition ont des députés sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire que le clivage, en fait, n'est pas net. L'opposition et la mouvance ont des députés sur toute l'étendue du territoire. Et puis, je voudrais rappeler à nos collègues de la mouvance que notre devise, c'est fraternité et justice plus le travail. Donc, au nom de la fraternité
qui doit rassembler tous les fils de ce pays, malgré les divergences d'opinion, au nom de la justice, parce que je sais, et ils le savent, c'est le plus important, ils savent que ceux qui sont en prison ne sont pas en prison pour les vrais motifs. Moi, je pense qu'ils devraient se libérer un peu. On la limite aller dire à leur patron, cette affaire, si ça continue de rester comme ça, c'est pas bon pour le pays. Moi, je pense. Bon, on est dans la démarche. J'espère et je souhaite que ça va aboutir. Votre démarche va à l'endroit de qui? Mais à l'endroit de ceux qui doivent voter, Les députés? bien sûr. Donc vous les avez appelés soumis. Vous pensez qu'ils ont disons, l'action, qu'ils ont la décision à leur niveau? Non, c'est pas, en fait, c'est eux d'abord. Les difficultés qu'ils ont, ils nous diront, on va continuer la démarche. C'est eux d'abord qui doivent voter. Les difficultés qu'ils ont, s'ils nous disent, bon, allez voir mon oncle au village, qu'il me soutienne, qu'il me permette, on ira voir Mais l'oncle. pourtant, vous savez qu'il faut aller voir l'oncle, vous feignez de ne pas le savoir. Non, quand vous prenez les marches des escaliers, on ne prend pas la 10e marche, on prend la première. La première, c'est les députés. Et on ira, on va gravir les autres marches autant que faire se peut. Mais est-ce que votre initiative n'est pas vouée à l'échec lorsqu'on sait que l'exécutif vous a déjà proposé une autre solution, a déjà proposé une autre solution aux concernés, à savoir cette loi de remise de peine? Bon, la loi de remise de peine, je ne suis pas au courant. Ça, il faut que je vous le dise. Comme vous le savez, je n'ai pas été... Non, cette loi qui dit, bon, si vous voulez sortir, mais vous n'avez qu'à demander, et vous sortez. Vous savez... Vous n'êtes pas au courant de cette loi-là? Bon, je comprends un peu mieux. Mais, vous savez, ceux qui sont en prison sont des hommes. Et ce n'est pas... Moi, je n'aurais pas demandé. À leur place. Je n'aurais pas demandé. Ça, je vous le jure. Sur ma foi, je vous dis, je n'aurais pas demandé, sachant les gens qu'on a en face. Mais vous n'êtes pas à leur place non plus, comme là aussi. Bien sûr. Mais c'est pour vous dire que je soutiens leur position dans cette affaire. Je soutiens. Leur obstination à rester en prison. Ce n'est pas une obstination à rester en prison. Je soutiens leur position de ne pas s'avilir, de ne pas se prosterner. Parce que au moment où ils ont été condamnés, ça n'aurait rien donné. Ce que vous proposez là, ça n'aurait rien donné. Mais aujourd'hui, beaucoup doivent couler sous le pont. Le président Talon est en train d'aller à la fin de son mandat. À la fin de son mandat. Et je lui souhaite d'ailleurs que ça se termine bien pour qu'on ait à faire une autre expérience. Moi, je n'aurais pas demandé. Maintenant, mais est-ce qu'il ne faudrait pas être libre, il n'aurait pas fallu être libre avant d'envisager le combat, avant d'envisager la lutte? La vie est un choix. La vie est un choix. Si les intéressés estiment que cette demande est avilissante, je suis d'accord avec eux. Ils n'ont pas à le faire. Maintenant, qui vous a dit que de leur prison, ils ne font pas le combat? Mais c'est des idées, ce n'est pas se déployer sur le podium. C'est les idées. Moi, je crois que maintenant, il faut bien qu'ils retrouvent leur famille. Il faut bien qu'ils retrouvent leurs droits civiques. C'est pour ça que nous sommes à leur côté. Voilà. Oui, mais lorsque vous faites l'option de la loi d'amnistie, comme là aussi, est-ce que ce n'est pas un aveu de ce qu'ils sont fautifs, de ce qu'on leur reproche est réel et que vous réclamez pardon? Non, ce qu'on leur reproche, moi je ne leur reproche pas la même chose. Mais voilà qu'ils sont là. Je ne leur reproche pas la même chose. Maintenant que le droit a pris par ce sentier tortueux, maladroit, pour justifier leur détention, on reprend la même piste que le droit, c'est tout. C'est pas parce qu'on est convaincu, c'est parce que ils ont suivi une piste pour se retrouver là où ils sont. Empruntons la même piste, en allant, peut-être on va les croiser, ils seraient en train de revenir. Mais ce faisant, est-ce que vous ne vous condamnez pas vous-même? À quoi? À ce qu'ils sont effectivement fautifs? Non, nous avons emprunté une formule qui respecte le parallélisme des formes. Mais est-ce la seule formule? Non, les gens qui nous observent ont certainement d'autres formules. Si nous les avions suggérées, bon, peut-être qu'on aurait analysé et choisi. C'est pas la formule facile que vous avez acceptée, vous empruntez? Pas du tout. Nous savons, mais vous avez dit que nous n'avons pas l'effectif pour voter ça. Pourtant, nous avons affronté cette formule. C'est pas une formule facile. C'est pas du tout une formule facile. Mais nous estimons que c'est la formule juste. Nous estimons que c'est cette formule qu'il faut. Bon, la grâce présidentielle, j'entends parler de ça un peu, mais nous pensons que c'est pas des gens qu'il faut mettre hors
en dehors de la République. Ils sont béninois et ils ont des convictions politiques. Il faut leur donner l'occasion de les exprimer. Mais la grâce présidentielle, pour les griefs, pour ce qui leur est reproché, eh bien, ils ne sont pas éligibles à la grâce présidentielle. Je sais, c'est pourquoi je dis, j'entends parler de ça aussi. Bon, mais vous voyez, notre pays a besoin de réconciliation. Il en a besoin parce que quand on constate que les 80% de ceux qui sont concernés par notre document appartiennent à une région du pays, ce n'est pas bon pour demain. Pas bon pour demain. Nous ne devons pas, à partir de l'expérience Hutu-Tutsi, je le dis à haute voix, nous devons nous méfier. Est-ce que vous avez prévu une démarche vers Patrice Talon, le chef de l'État, dans votre plan pour l'adoption de cette loi spéciale portant amnistie, lorsqu'on sait que, lorsqu'on vous entend le dire d'ailleurs, lorsqu'on sait que, eh bien, c'est lui la clé de dénouement. Je vous ai dit tantôt que pour monter à l'État, il faut prendre les escaliers à partir du bas. Vous voyez, je vous ai dit que nous irons jusqu'au bout des escaliers si c'est nécessaire. Mais le chef de l'État traduit sa vue des problèmes, traduit ses idées à travers les députés. La procédure est enclenchée. Si les députés, en discutant avec eux, et je les salue au passage, je sais qu'ils sont disponibles pour le débat, s'ils nous expliquent qu'il faut faire, il y a des démarches à faire, nous les ferons humblement. Mais ça, c'est de manière informelle, n'est-ce pas? Oui, mais on ne pouvait pas faire la démarche avec les députés ou les joueurs de façon formelle. C'est des négociations. On les a approchés et le débat est en train de s'ouvrir. Alors, ce qui ne se comprend pas, honorable Léon Komlan, ce qui ne se comprend pas, c'est l'attitude des députés de l'opposition, les députés démocrates en général. Ils sont là tout le temps à investiger ces députés de la mouvance dont ils ont besoin, n'est-ce pas, pour obtenir ce vote-là, par exemple. On a l'impression que, en réalité, on peut soupçonner qu'ils ne le veulent pas quand vous les traitez de soumis, par exemple, quand, voilà, à travers un certain nombre d'éléments de langage, est-ce que vous ne pensez pas que même cela n'a l'air de rien, que cela pourrait être très préjudiciable à l'arithmétique pour voter cette fois? D'abord, la première chose que je vais vous dire, la décision ne viendra pas fondamentalement de ça, nous sommes tous d'accord. Mais nous sollicitons leur concours pour arriver là où nous allons. La seconde chose, on ne les investisse pas. Moi, il y a des choses que de dehors, les gens n'apprécient pas bien. Moi, j'ai été absent du Parlement. J'ai reçu ici les députés BR, les députés UP. Bon, je parle plus des députés démocrates. Et puis, à l'Assemblée, moi, j'ai été élu deuxième vice-président grâce au suffrage des députés UPBR. Donc, les choses que vous prenez de façon, je ne sais pas, qu'on les investit, non, on se chahute. Mais même si on les investit, les députés BR, les députés UP ont des parents parmi ceux qui sont en prison. Il faut qu'ils le retiennent. Les étudiants qui ont perdu 3 ans de scolarité, tout ça. Bon, les investis, c'est la politique qui appelle parfois à ce qu'on ne s'entende pas. Et on ne peut pas toujours choisir les termes qui plaisent à celui qu'on a en face pour lui parler. Et en dehors de ça, je crois que sur l'essentiel, et eux-mêmes le savent, ils ne sont pas toujours d'accord. La preuve, on est devant la commission budgétaire. Les lois, les mauvaises lois qui ont été votées pendant la 8e législature, nous on a la main à la table, c'est eux-mêmes qui critiquent. Ils critiquent sévèrement ces lois-là. Notre présence a permis aussi de les sortir un peu de leur torpeur. De les libérer un peu. De les libérer un peu, voilà. Donc moi je dis, on n'a pas à s'accrocher à cette petite considération. J'ai dit que l'autre est soumis, mais ils savent qu'ils sont soumis. Ils savent. Ils connaissent celui qui dirige le pays. Ils connaissent ses principes. Le président Talon a dit en France qu'il ne veut pas faire la démocratie comme les autres pays parce que nos conditions ne sont pas les mêmes. Donc ils savent que 1990, la conférence nationale, c'est piétiné. Ils savent. Bon, peut-être qu'ils ne viendront pas le dire à votre micro comme moi, et puis ils n'ont pas la capacité de prendre ce risque. Mais ils le savent. Et nous le savons. Donc on discute en tenant compte de tout ça. Ils trouveront les termes pour aider nos collègues qui sont en privation de liberté, qui sont en privation de leurs droits civiques. Ils trouveront la formule pour qu'ensemble on les sorte de là où ils sont. Restons au Parlement, Léon Komlan aussi. Pourquoi rien ne trouve
grâce, absolument rien n'a trouvé grâce aux yeux des députés de l'opposition à ce jour. Ils ont toujours voté contre et systématiquement contre tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Relevez ce pourquoi vous avez voté pour la raison. C'est pas vrai parce que il y a eu une correction, la correction d'une loi. Ça a été voté à l'unanimité. C'est d'ailleurs le seul truc que le président de l'Assemblée a fait. Il se justifie du fait que on ne vote plus les autorisations de ratification. Mais le temps qui était réservé à ça, on a fait une session, la dernière session avant celle-ci, pour voter une dernière loi. Mais on a voté. C'était quelle loi il s'agissait de quelle? Non, j'étais pas là-bas, mais je suivais les résultats. J'étais pas là. Bon, disons, c'était, vous le confirmez, la seule exception de la règle. Quelle autre chose est venue et que objectivement nous avons rejeté? Moi, je veux savoir. Parce que les rapports, d'abord, rapport mal ficelé du président de l'Assemblée, qu'on nous donne le matin pour qu'on le vote, on vous donne le rapport le matin à 9h pour être voté à 10h. Non. Le président Talon dit souhaite que les textes soient votés les yeux fermés. Nous avons encore les yeux ouverts, on porte même des lunettes. Donc moi je crois que ce genre de choses qui dénotent d'une certaine méprise les députés, envers les députés de l'opposition, moi je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Donc ces choses-là, vous n'avez pas lu le document. C'est le jour où le président a présenté son truc. La veille on m'a appelé à 22h que le document est dans mon tiroir. Bon, moi, j'habite Cotonou. Je dirais que j'habite Calabi, parce que je suis au Cotonou. 22h, un document présenté le lendemain à 10h. Non. Et si ça se passe comme ça, les réactions seront toujours pareilles. Mais si ça se passe dans les conditions où on vous respecte un peu, qu'on tient un peu compte de vous. Mais je leur ai dit, la 8e législature c'est terminé. C'est terminé. Malheureusement qu'il y a eu cette législature dans l'histoire de notre pays. Donc, voilà les raisons. Sinon, on n'a pas de parti pris, on n'a pas de prédisposition. Non. Nous sommes conscients du nombre que nous faisons. Nous sommes conscients que nous aurons besoin des autres, mais qu'on nous respecte un peu. Le président a fait un coup magistral sur le respect mutuel, mais je crois que lui-même devrait se l'intérioriser avant d'en parler aux autres. Pour ce que on voit de l'extérieur, c'est au-delà de ce que vous dites, c'est à l'arithmétique presque à 100% que vous rejetez tout. Non, vous avez dit de l'extérieur. C'est pas juste conforme ce que vous voyez. C'est pas conforme. Mais vous avez juste cité qu'une exception là. Mais on a fait que ça. On a fait juste que ça. Le reste, c'est des petits trucs. Le rapport du président de l'Assemblée, qu'est-ce qu'on arrive à... C'est consommé, c'est fait. Mais si ce n'est pas bon... Mais si vous n'étiez pas là, et vous avez certainement raison, vous n'étiez pas là au cours des activités du président de l'Assemblée, si vous n'avez rien à y voir, l'abstention existe également au Parlement. L'abstention, c'est choix, comme le vote contre et le vote pour. C'est des choix. Mais ces choix n'expriment pas les mêmes choses. Oui, ça exprime, nous, de notre côté, ça exprime ce que nous ressentons. Mais on n'a pas été là. Le président gère l'Assemblée, il n'a pas besoin de nous consulter tous les jours pour gérer l'Assemblée. Quand il a signé, qu'il rencontre, il faut qu'on comprenne ce qu'il a fait. Qu'on lui dise ça c'est bien fait, ça ce n'est pas bien fait, pour lui permettre de s'améliorer pour la première. Mais quand on n'a pas le temps de lire, on nous donne un document, ils ne sont pas en Corée du Nord. Et puis, il faut voter. Non, de toute façon, nous sommes conscients que le vote positif allait passer, mais il faut que les choses s'améliorent. Mais est-ce que la fameuse loi amnistie en même temps ne va pas payer le prix de cette position mécanique automatique? Vous croyez que tous les députés mouvanciers étaient d'accord avec le rapport? Non. On a échangé avec des gens. Le président même a échangé avec les responsables du groupe parlementaire. Non. Maintenant, nous on a déposé la loi. On peut discuter autour. Nous souhaitons que ça prospère. Mais si les autres, comme je l'ai dit, et je reviens là-dessus, tous les députés, toutes tendances confondues, sont éparpillés sur le territoire. Nous sommes tous concernés. Moi, je suis du Sud. J'ai un ami du Nord dont le fils est en prison depuis 2021. J'ai bien envie d'enlever les soucis à cet ami. On a été camarades de promotion au lycée Béanzin. J'ai envie. Maintenant, si les autres députés originaires de Parakou pensent que parce que c'est les démocrates qui ont déposé, ils vont laisser leur neveu en prison, laisser leur sœur en prison,
Bon, moi je le laisse sur leur conscience. Je laisse sur leur conscience parce que le collègue Akobi a dit des choses. Lui qui est ancien dans la politique, il n'a pas besoin d'aller dire ces choses-là sur un plateau de télé. Il a dit quoi? Il a dit qu'on ne fait pas de cadeaux en politique. Ça c'est connu. On n'a pas besoin d'aller en faire la publicité sur un plateau de télé. On n'a pas besoin d'aller en faire la publicité sur un plateau. On sera tous négocier, on discute et on se concède des choses. Je vous ai dit par exemple que nous avons la possibilité de bloquer la révision de la Constitution au niveau du Parlement. Les démocrates en ont la possibilité. Mais nous pouvons ouvrir pour qu'on révise. Ça dépend des sujets. Si on nous dit que tel sujet, on nous laisse le temps de lire, de comprendre. Ça va dans l'intérêt du pays. Aucun député ne bloquera. C'est ça que je souhaite chez les autres, que ces enfants qui sont en taule, que ces pères et mères de famille qui sont en prison, coupés de leurs enfants, qu'on trouve la formule. Ça ne fera pas tomber le président Talon avant 2026. Alors, on parle beaucoup de la loi portant amnistie, mais on ne connaît pas le champ d'application, on ne connaît pas ceux qui vont être bénéficiaires, on va dire, de cette loi, à part génériquement les exilés, et puis Rekia Madougou, Joël Aïvo et les étudiants dont vous avez parlé. Alors, pourquoi cela retourne exactement? On peut le savoir? Non, vous avez fait le résumé des gens qui sont concernés, des gens qui sont en difficulté. C'est notre problème. Et nous sommes conscients que ces difficultés-là ne sont pas justifiées. Ne sont pas justifiées. Tout est né autour des élections. Tout est né autour des élections. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, c'est des trucs, c'est tel que le président de l'UP avait trouvé quand il était au ministère de la Justice pour stopper son affaire. C'est devenu légal dès que c'est voté. Mais ces choses-là n'existent pas. Le terrorisme, c'est dans le Nord. C'est pas les gens qui se promènent sur le pont de Port-Nouveau qui font du terrorisme. Non. Nous sommes tous conscients, et députés mouvanciers, et députés de l'opposition. Trouvons la formule pour sortir ces gens de là. Trouvons la formule pour que Kwame Koutié revienne, pour que Diabon, Liadi, tout cela revienne. C'est des Béninois. On a besoin d'eux. Qu'ils viennent, qu'ils sortent leurs idées, qu'on les combatte, qu'on combatte les idées. Mais les laisser sur le quai, c'est pas bon pour le pays. C'est pas bon pour le pays. Et puis, je ne souhaite pas qu'un système cyclique de règlement de compte s'installe. Je ne souhaite pas parce que ceux-là, ils souffrent. Je me demande si demain, lorsqu'ils auraient recouvré leur liberté, leurs droits, parce que le président Talon ne serait plus là, s'ils vont pas garder des rancœurs. C'est pas bon pour nous. Un petit pays comme ça qui a besoin. On a besoin, paix à l'âme du général Kérékou. Il a forcé à un moment donné, il s'est arrêté pour descendre. C'est ça qui a fait du bien à notre pays. Sinon les sanctions seraient plus exacerbées que ça. Je souhaite que nos collègues députés, s'ils nous disent qu'il faut aller parler avec le chef de l'État, mais nous irons. Et comme que vous le savez, vous savez tout ce qu'il faut faire. Mais on soupçonne. Lui-même peut leur parler. En disant, bon, si ça vient, faites ça. Parce que nous ne pouvons pas aller voir le chef de l'État sans passer par les députés. C'est pas juste. Ça veut dire qu'on ne les considère pas. Pour le peu que l'autre leur concède, protégeons-les là-dedans. C'est eux qui vont voter. Parlons d'abord avec eux. S'ils nous disent que c'est au métier qu'il faut aller voir, nous irons le voir. Bon, c'est ça ce que je pense. Alors, vous en avez parlé tantôt et les rumeurs en ont régulièrement parlé ces derniers temps. La révision de la Constitution, est-elle à l'ordre du jour? Le président de l'Assemblée, lui, il embauche les trompettes, même les mal fabriquées. Il a annoncé ça en ouvrant la session budgétaire, il a annoncé qu'il faut toucher. Bon, je crois, quand il a dit, c'est un sujet tellement délicat, tellement important qu'il ne peut pas se réveiller de son cocumolou et venir le dire au micro. Je crois que ça doit nous interpeller, doit nous amener à être très vigilants. Autrement dit, ce n'est pas anodin, s'il l'a évoqué, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Maintenant, moi j'attends mes collègues avec moi, c'est seulement de voir ce qu'il veut réviser. Ce n'est pas le gouvernement qui nous parle de révision, c'est le président de l'Assemblée. Bon, qui est le porte-parole du gouvernement. Ah bon, il n'est pas le porte-parole du gouvernement? Oh, qu'est-ce qu'il peut faire contre le régime en place? C'est la première fois que moi j'ai vu qu'on a élu un président de l'Assemblée sans candidature à faire. Ça veut dire que c'est le choix du président Talon.
Il a beau expliquer ça autrement, mais c'est le choix du président. Donc, en portant la révision de la Constitution, il porte la parole du président Talon. Absolument. Moi, c'est ce que je pense. Peut-être que... Mais lui, il va se lever pour réviser la Constitution à quelqu'un. Lui là, il va se lever et réviser la Constitution à quelqu'un. Ça vient d'ailleurs, ça vient de loin, ça vient du très haut. Maintenant, on va en discuter. Si c'est bon, les démocrates vont voter. Mais s'il y a des zones d'hommes, les démocrates vont empêcher. On ira peut-être au référendum. On n'est pas bloqué, on n'est pas... Non. Vous l'avez sous-tendu un peu dans vos propos tantôt, Léon Komna aussi. On a l'impression que la loi portant amnistie aura un parallèle avec la révision de la Constitution. Non, je n'ai jamais dit ça. Jamais. Nulle part. Nous ferons ce qui nous paraît bon pour le pays. La loi portant amnistie nous paraît bonne pour le pays. Si la révision vient, si les choses qu'on veut y introduire nous paraissent bonnes, on va le voter. Nous ne voulons pas lier. Donc, il n'y a pas d'arithmétique, de proportion possible, vote ou d'échange, si vous préférez, vote de la loi d'amnistie contre acceptation de la révision de la Constitution. Je vais vous dire très clairement, moi, si j'estime, indépendamment de mon groupe, que le vote sur la révision de la Constitution n'est pas bon, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et puis, concédons ce qui peut être concédé pour le meilleur du pays. Concédons. Si en révisant, je trouve que ça nous fait avancer, je vais dire à mes collègues, allons-y, on vote. Mais si c'est parce que on doit mettre le pays en péril, qu'il faut demander aux autres de voter la loi sur l'amnistie, moi je ne suis pas preneur. Je suis pas preneur parce que moi je veux des choses qui nous arrangent. Je veux des choses qui nous arrangent. Donc j'estime qu'il n'y a pas à combiner les deux, donner un peu à l'autre, prendre un peu chez l'autre. Moi je suis pas de cet avis. Alors quelle garantie les Béninois ont aujourd'hui que les démocrates, les 28 députés à l'Assemblée nationale sont homogènes, vont rester homogènes même dans le contexte de la révision de la Constitution? Mais pourquoi vous voulez qu'on aille donner des garanties? Nous avons conscience que nous devons être soudés. Et nous le sommes jusqu'au moment où je vous parle. Mais vous savez que la menace, excusez-moi le terme, d'un achat ou des achats des députés n'est pas loin, surtout pas dans ce contexte où les acteurs, ce qu'ils ont été hier. Il y avait déjà beaucoup de menaces à être déclaré de l'opposition et à aller aux élections face au régime. C'est déjà pas simple. Je parle de menaces d'achat. Non, je vous dis que déjà ces menaces, moi je les trouve plus fortes que les menaces d'achat. Et puis bon, les députés, nous on avait travaillé, j'ai fait 3 législatures, on gagnait des primes dérisoires. Aujourd'hui les primes sont bien renforcées. Ah bon? Oui, je vous le dis, puisque c'est de vos impôts qu'on nous paye. Je vous le dis, les primes sont bien renforcées. Ah oui, vous pouvez vous ouvrir sur les primes si le chef de l'État ne s'ouvre pas sur son salaire. Moi, ce que je prenais avant ce régime, ça a doublé. Carrément. Je le dis haut et fort, ça a doublé. Bon, si nous avons ça, en plus de ce dont nous vivions, et que nous devons vendre nos âmes, parce qu'on va nous donner 50 millions, 100 millions, encore que c'est des chiffres. Quand on descend là-dedans, c'est du creux. Moi, je ne crois pas que les députés démocrates soient capables de ça. Je ne crois pas. Pourtant, on dit, à tort ou à raison, que beaucoup n'étaient pas vraiment à l'abri du matériel et donc ils auraient tendance à mordre à la tentation. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les députés qui sont élus, je les salue. Et je salue certains qui n'ont pas pu être élus. Je les salue parce qu'on n'a pas eu de financement de campagne. Chacun s'est battu avec ses moyens pour se retrouver à l'Assemblée. Donc quand on dit qu'ils n'est pas à l'abri du besoin, moi je mets un bémol. Alors, comme là, si on arrive presque au thème de cette émission, on va tout de même pas la terminer sans aborder ce sujet qui défrait l'actualité depuis un certain temps, le soja. Vous qui avez été douanier, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en dites? Oui, le problème, je l'ai posé pendant le débat budgétaire. Je vais être honnête. L'État, notre économie a besoin d'être relevée. L'État a besoin de prendre des mesures pour que l'on crée la richesse sur place. De ce point de vue, j'ai appris qu'il y a des usines installées à Bodibé pour traiter le soja. C'est une bonne chose, je salue ça. Mais au même moment,
comme vous le dites, j'ai été agent des douanes. Les produits du cru ont une libre circulation. Ce qu'on appelle les produits du cru, c'est les produits non transformés, produits sur notre territoire, non transformés, ont une libre circulation pour sortir du territoire. Bon, est-ce que ces textes-là ont été amendés? Et puis on délivrait juste un document qui permettait à l'agent des douanes qui contrôle sur le parcours, le document que nous appelions le passe avant. Je ne sais pas si ça existe toujours, qui permet de savoir ce que ce produit, il le vérifie. C'est un produit du cru, ça va où il veut. Maintenant, est-ce que on a modifié les tests? Je ne sais pas. Et par rapport à ça, il y a des postes de douane sur toutes les pistes où on a mis aujourd'hui des pierres. Il y a des postes de douane. Il y a postes de douane, je prends l'exemple Bloblo, je prends l'exemple Médé Jono, je prends l'exemple à Plahoué. Bref, le législateur avait prévu que ces marchandises-là circulent. Mais je pense honnêtement et fondamentalement en disant que les exportations ne vont partir que par le port, c'est un blocage. Parce que je ne vois pas le producteur de Sanguieta, de Mananville, charger son truc, venir à Cotonou faire les formalités de transit, alors qu'à la frontière, on fait des déclarations verbales. On n'a pas besoin de faire des déclarations écrites. On fait des déclarations verbales et on sort. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement trouve un juste milieu pour que notre économie... De manière concrète, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Vous êtes un technicien, vous êtes un praticien. Oui, le gouvernement devrait ne pas mettre des pierres sur les voies. Les pistes là existaient avant que moi j'entre en douane et je suis parti à la retraite bientôt 18 ans. Donc, on se débrouillait, la douane s'organisait pour contrôler ces pistes-là. Qu'on remette les contrôles, qu'on permette à la douane de remettre le contrôle. Au lieu de dire à celui qui a fait son truc à Karimama de venir au port, c'est pratiquement impossible de le faire. Au même moment, je souhaite que le soja reçoive une première transformation dans mon pays. Une valeur ajoutée. Ça va créer des emplois. Ça va créer de la richesse. Mais quelqu'un a dit que le coton reçoit des transformations. Pourquoi est-ce que... Non. L'État a créé des usines. L'État a construit des usines pour le coton. Qu'il crée dans les zones où la production est forte, que l'État crée aussi des usines. Les gens ne vont pas se fatiguer, dire coûte que coûte, gérer au Togo, gérer au Nigeria. Non. Si l'État crée, et puis on est dans une économie libérale, l'État doit créer les conditions pour que les sojaculteurs renoncent à transporter leurs produits hors du territoire national. Alors, vous êtes en session budgétaire à l'Assemblée nationale en ce moment. Est-ce que le budget de l'État exercice 2024 trouvera grâce à vos yeux? Est-ce que ce budget sera voté par les députés démocrates? Non, la question ne se pose pas en termes de le budget sera voté ou ne sera pas voté. La question se pose en termes de contenu du budget. Nous sommes en train de faire les débats, nous faisons des propositions. À la fin, quand il y aura le débat général, si nous estimons que tel que c'est orienté, on ne peut pas demander à l'État de prendre toutes nos propositions en compte. Mais si on se rend compte que tel que c'est fait, pour nous, ça n'arrange pas le peuple, nous voterons contre. Ça va passer, parce qu'il y a la majorité mécanique. Mais si les aménagements sont faits de façon à ce que l'État consent un peu de sacrifice pour les choses que nous avons proposées, mais nous voterons. Nous ne sommes pas une opposition de blocage systématique. Non. C'est pourtant l'impression qu'on a. C'est pourtant la fausse impression qu'on a de nous. C'est pourtant la fausse impression qu'on a de nous. Mais non, nous ne sommes pas partis pour voter systématiquement contre tout ce qu'on va faire. Il y a la diplomatie parlementaire qui est très boiteuse, mais nous sommes disposés. Parce que, avant tout, c'est le pays. Est-ce que les députés de la mouvance font des propositions, des amendements honnêtes? Oui, je veux être aussi honnête pour dire qu'ils en font. Et puis, je ne sais pas si c'est la présence de l'opposition qui leur donne l'engouement. Ils critiquent, j'ai entendu... Dans les commissions. Dans les commissions. Et puis, c'est public. J'ai entendu un député tirer à boulet rouge sur la réforme de l'administration territoriale. En fait, la décentralisation. Et de façon, ils sont nombreux à le faire. Et puis, ils parlent de pouvoir bicéphale, ils parlent de transfert de magouilles du maire vers les SE, parce que les SE sont devenus aujourd'hui les vrais sous-préfets. Les maires,
Mais l'argent qu'on engloutit là, comme je l'ai dit la dernière fois, on maltraite les enseignants. On les maltraite. Il faut déplacer un peu l'argent. Bon, c'est vrai que le chef de l'État a besoin de popularité dans la classe politique, mais la réforme de l'administration territoriale, c'est un échec. Comme la réforme du système partisan, tout ça, c'est des échecs. Mais je dois féliciter le chef de l'État qui a mis des dispositions pour gérer ses mandats. Il a mis des dispositions pour gérer ses mandats. Et je leur ai dit, quand le chef d'État serait parti, tout ça là va s'écrouler comme un château de cartes. C'est comme là, alors si on arrive au terme de cette émission. Merci de m'avoir donné l'occasion de réapparaître sur la scène. Je dis, il y a des choses fondamentales que je dis. Les mouvances et oppositions, ce n'est pas deux camps en guerre. C'est pas deux camps en guerre. Et aucune mouvance n'aurait eu de coup de frein s'il n'y avait pas l'opposition. Je comprends. Donc le chef de l'État, en ayant bloqué complètement l'opposition pour régler ces problèmes, s'offrir le passage facile, qu'il ait pu ouvrir, parce que l'essentiel, ce n'est pas aller à l'affrontement des idées. Mais ces gens en prison parce qu'ils ont voulu être candidats, ces gens en prison parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les vilaines lois qui ont été votées, des gens à l'extérieur parce qu'ils ne se sont pas soumis. Je crois qu'il faut qu'on revoie tout ça pour la bonne harmonie du pays. Le chef de l'État n'est pas notre ennemi, c'est juste un adversaire politique. Et ça doit exister. Mais j'ai dit à un ministre qui est passé devant la commission budgétaire, parce qu'on est très amis, je l'appelle, il ne prend plus. J'envoie un message, j'ai dit non, là où tu es, je ne te juge pas. Parce que je n'accepte pas qu'on me juge là où je suis. Donc, fais ce que tu fais, mais protège les amitiés, protège la fraternité. C'est à ça que j'appelle tous nos compatriotes pour la